Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information sur RTI1. Le Premier ministre a procédé ce lundi à l'ouverture du colloque scientifique sur l'économie sociale et solidaire. Devant les participants, Robert Begré-Mambé a souligné le rôle crucial de l'ESS pour un avenir durable et inclusif en Côte d'Ivoire. La rencontre est organisée par le think tank Africa Perspective Institute. La conférence annuelle des parties COP sur l'environnement organisée par les Nations Unies se tiendra du 11 au 22 novembre à Bakou en Azerbaïdjan pour la 29e année consécutive. Il s'agira pour les participants de formuler de nouveaux objectifs économiques en termes de soutien aux pays en développement pour l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique. Et puis Kamala Harris et Donald Trump lancent leur dernière force dans la bataille ce lundi à la veille de l'élection présidentielle américaine. La candidate démocrate et son adversaire républicain sont au coude à coude dans les derniers sondages au niveau national et dans les swing states, les États clés de l'élection. Voilà pour les titres. On démarre avec les activités du Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a ouvert ce lundi le colloque scientifique sur l'économie solidaire et sociale. Je vous le disais il y a quelques instants, à Abidjan, la rencontre est organisée par le think tank Africa Perspective Institute, un colloque qui vise à soutenir les efforts du gouvernement en matière de planification des actions pour un développement durable et inclusif. Outre le chef du gouvernement, plusieurs acteurs de premier plan, des politiques, des chercheurs et des membres de la société civile participent aux assises qui vont durer 5 jours. On en parle avec Jean-Luc Bangbo. Et si le véritable changement en Afrique provenait de l'économie sociale et solidaire? C'est en cette vision que veulent croire les organisateurs du colloque scientifique qui se tient à Abidjan depuis ce lundi 4 novembre. Toutes les communautés de la sous-région, toutes les communautés africaines se rejoignent et ensemble, main dans la main, nous travaillons à faire évoluer la croissance économique en respectant des valeurs de solidarité. Contrairement à l'économie classique qui fait primer le profit sur tout, l'économie sociale place les individus, la solidarité et le respect de l'environnement au cœur de l'activité économique. L'économie sociale solidaire incarne un modèle économique alternatif qui place l'humain et le bien-être collectif au centre des préoccupations. En agissant localement avec les collectivités territoriales et les communautés de base, notre action devient plus facilement mesurable en termes d'impact. La participation des experts, chercheurs et praticiens, à côté des représentants d'institutions publiques et privées, traduit l'engagement de tous à imposer l'économie sociale comme alternative pour répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux du continent. Nous vivons une époque marquée par des défis sans précédent, qu'ils soient environnementaux, sociaux, économiques ou technologiques. Face à ces enjeux complexes, il est impératif de rassembler des esprits brillants et diversifiés pour réfléchir ensemble, partager des idées et proposer des solutions innovantes. L'organisation de ce colloque s'inscrit dans la droite ligne des efforts du gouvernement en matière de planification des actions visant le développement durable et inclusif. Je puis vous assurer de l'engagement du gouvernement à faire davantage d'efforts conformément aux instructions du président de la République. C'est le sens de l'accélération des programmes de développement des infrastructures économiques et sociales sur toute l'étendue du territoire, de l'accroissement des investissements dans l'éducation et le développement des compétences, ainsi que le renforcement des mesures de protection sociale, en particulier la couverture maladie universelle, qui nous donne aujourd'hui plus de la moitié de la population inscrite à ce programme. Ce colloque scientifique qui marque le lancement des activités de Africa Perspective Institute sera animé par plusieurs panels et tables rondes. Il prend fin ce mardi 5 novembre 2024.
Je vous le disais également il y a quelques instants, la 29e conférence des partis de la lutte contre le changement climatique aura lieu du 11 au 22 novembre prochain à Bakou, en Azerbaïdjan. Avant l'événement, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan, a présenté les enjeux de cette rencontre pour la Côte d'Ivoire. L'un des objectifs majeurs pour notre pays demeure la mobilisation de financement pour la mise en œuvre des projets liés à la lutte contre le changement climatique. Raskando. Les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques, dont la Côte d'Ivoire, se donnent rendez-vous à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre prochain. Les attentes sont nombreuses, au dire des différentes parties prenantes. Notre présence à la COP 29 permet au secteur privé ivoirien de mieux comprendre les exigences internationales et de travailler à l'élaboration de politiques locales qui favorisent l'investissement durable. La COP29 se présente comme le lieu pour les collectivités territoriales qui sont au quotidien avec les communautés d'établir une fois de plus l'état de vulnérabilité de celles-ci, de mieux adresser leurs besoins en vue d'obtenir des appuis conséquents pour assurer leur adaptation. La délégation ivoirienne sera conduite par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, accompagné de 3 ministres du gouvernement. Parmi ceux-ci, le ministre Jacques Assaoré-Conan. Nos attentes pour cette COP29 sont fortes. Mobiliser des ressources financières en vue de la mise en œuvre de nos projets d'envergure contenus dans nos documents de stratégie, l'accroissement de la coopération sud-sud et nord-sud afin de fédérer nos efforts sur des problématiques communes dans un contexte de partage de bonnes pratiques, l'effectivité du transfert de technologies afin que la transition écologique soit une réalité et qu'elle soit renforcée. Plusieurs temps forts vont marquer cette rencontre, notamment la présentation des produits locaux ivoiriens, l'état de mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national et l'état des parcs et réserves. La 2e édition du SICA, le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, s'ouvre dans quelques heures seulement dans la capitale économique ivoirienne. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, était il y a quelques heures sur le plateau de RTI 1 pour annoncer l'événement. Je vous propose de l'écouter. Nos attentes, c'est que nos invités répondent. Et je peux assurer qu'ils ont commencé à venir, donc ils seront tous là. Je voudrais saluer aussi le fait que le Premier ministre ait accepté de présider lui-même donc l'ouverture de cette 2e édition. Mais au-delà de nos attentes, moi je voudrais parler de nos ambitions. Nos ambitions qui sont de faire de la Côte d'Ivoire le carrefour incontournable de l'audiovisuel et du cinéma. Et je pense qu'en 2 éditions, nous sommes en passe de réussir ce défi, mais cela peut s'expliquer. La Côte d'Ivoire avait de grands noms du cinéma. Je pense à Désiré Carré, dont le premier film Visage de femme a été sélectionné pour le Festival de Cannes déjà en 1969. Nous avons eu de grandes figures comme Henri Duparc également, mais nous avons fort heureusement certains qui sont encore en vie, comme Sidiki Bakaba. Donc, Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité pendant la Cannes. Côte d'Ivoire, terre d'opportunité pour les investisseurs, c'est connu en raison donc de l'attractivité de l'investissement en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, terre de tournage, c'est possible. Nous avons plus d'une centaine de professionnels qui seront présents, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs de contenu, des acheteurs. Nous avons plus d'une trentaine de télés, des télés africaines, des télés européennes ou même américaines comme Nactive TV du Canada qui seront présents. Donc voilà un peu pour ce qui est des professionnels que nous attendons. Quand vous regardez tout le monde qui grouille autour d'une production, depuis certes les acteurs, mais vous avez les techniciens, vous avez les costumiers, le chef plateau, enfin, même la restauratrice, c'est tout un monde qui tourne autour de la production audiovisuelle. C'est un secteur qui est un secteur pourvoyeur d'emplois et c'est en cela que nous avons associé le ministère de la
promotion de la jeunesse à l'organisation de ce SICA, tout comme notre collègue de l'enseignement technique et professionnel. Évidemment, j'ai parlé de Côte d'Ivoire terre de tournage. Qui mieux que le ministère du Tourisme peut venir vendre la Côte d'Ivoire pour montrer qu'elle peut être également une terre de tournage. Le SICA, en 2 éditions, s'ouvre. Nous avons un SICA off qui va permettre donc des projections foraines dans certaines communes d'Abidjan, notamment à Bobo, à Yopougon et à Koumassi. Ça va être l'occasion de diffuser donc des contenus locaux, des films produits par des Ivoiriens. Disposition particulière, nous allons commencer à 9h30. C'est le défi que nous nous sommes donné. Nous serons à l'heure et le clap donc de début d'ouverture sera donné à 9h30. On pourra commencer le tournage et nous espérons en tout cas que dès le SICA 3, la Côte d'Ivoire se sera imposée comme terre de tournage sur le continent, comme carrefour incontournable de l'audiovisuel. Nous sommes un pays qui relève les défis, nous n'avons aucun doute. Avec l'accompagnement du chef de l'État qui croit en sa jeunesse, nous n'avons aucun doute que là aussi, la Côte d'Ivoire jouera son rôle et sera le pays francophone qui va porter donc la voix des pays francophones dans cette industrie pour le moment dominée par les pays anglophones. Direction à présent la ville de Marrakech au Maroc qui a abrité du 31 octobre au 3 novembre dernier le Grand Prix d'Afrique 2024, le séminaire et l'Assemblée générale de l'Association des loteries d'Afrique. La dite Assemblée générale s'est terminée par l'élection du nouveau comité exécutif et le vote d'un nouveau président de l'Association des loteries du monde. On retrouve Hamza Diaby à Marrakech. C'est le Grand Prix d'Afrique, nouvelle formule. Pour la 3e année consécutive, le Haras de Marrakech vibre au rythme de cet événement qui rassemble tous les acteurs mondiaux des jeux de hasard. Le président de l'Association des loteries d'Afrique donne le ton. Le Grand Prix d'Afrique, c'est donc le rendez-vous du travail, du partage et du partage d'expérience. Mais le Grand Prix d'Afrique, c'est surtout aussi la fête autour du cheval. Et nos frères marocains nous ont déjà prouvé au fil des éditions passées leur capacité à nous offrir de belles fêtes. Le Grand Prix est quand même un événement important, a besoin d'un moment aussi de solennité pour un moment solennel pour l'ouverture. La deuxième innovation, comme vous l'avez vu, sont les stands des partenaires technologiques. C'est avec des échanges interactifs avec les différentes délégations entre eux et vraiment ça favorise la communication, ça favorise les échanges. Régulation des jeux. Comment créer un cadre moderne pour réguler le marché et quels sont les défis pour les organismes de régulation? Voilà l'un des thèmes principaux développés pendant le séminaire AELA. Et à la manœuvre, c'est l'autorité de régulation des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. L'RGH a pour mission le suivi de la mise en œuvre de la réglementation dans le secteur des jeux de hasard. Elle a notamment, entre autres, les missions de protection des mineurs, la mission de contribution à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et une mission aussi de suivi de tout ce qui est règlement au niveau des opérateurs de jeux. Après la séquence, présentation du savoir-faire des partenaires et l'Assemblée générale qui a enregistré l'adhésion de 2 nouveaux membres à l'Association des loteries d'Afrique, à savoir l'île Maurice et le Maroc, cap est mis sur l'hippodrome. Les courses drainent du monde, elles sont serrées, les chevaux sont au taquet et les meilleurs jockeys se démarquent. Les échanges ont été très enrichissants et cela nous a permis de pouvoir découvrir avec des éminents experts internationaux certains outils sur les IT, les formations de la technologie. Et cela va nous permettre de pouvoir, pourquoi pas, satisfaire et répondre aux différentes demandes de nos différents clients en Côte d'Ivoire. La course s'est bien terminée et nous voulons vraiment féliciter la SOREC qui soutient l'AELA dans l'organisation de cette course, tout en n'oubliant pas aussi le PMU. Nous a fait place depuis 2020. Voilà, nous sommes à la 3e édition
En tout cas, nous notons une amélioration progressive. Tout comme les précédentes éditions, ce Grand Prix d'Afrique 2024 aura tenu toutes ses promesses. Pour la prochaine, en 2025, les organisateurs entendent pousser les innovations encore plus loin pour le grand bonheur des loteries africaines et des parieurs. On revient aux affaires locales avec la 10e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA en Côte d'Ivoire qui s'est ouverte ce lundi. Les travaux vont s'achever le 6 novembre prochain. Mais dans l'intervalle, il s'agira pour la commission de l'UEMOA de faire le point sur la mise en œuvre des réformes et l'état d'exécution de projets et programmes financés par l'Union en 2024. Il ressort que la Côte d'Ivoire confirme son statut de bon élève. Juliette Ouya. Bonne performance de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour l'exercice 2024. C'est ce que révèle la 10e revue annuelle établie par l'organisation ouest-africaine. Aujourd'hui, on a atteint un chiffre de 85% dans la mise en œuvre des textes communautaires. Donc il y a une grande amélioration dans la mise en œuvre des textes et même qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire figure parmi donc les pays leaders en termes de mise en œuvre des réformes et des politiques communautaires. Ces résultats ont été obtenus dans divers secteurs, dont la gouvernance économique, les marchés et finances publiques. La Côte d'Ivoire conforte ainsi son engagement dans le processus d'intégration régionale. Les revues annuelles qui sont réalisées depuis 2024 ont révélé une progression continue de la Côte d'Ivoire. Il n'en saurait en être autrement pour 2024. Et donc, au regard des expériences acquises, nous restons convaincus que l'objectif poursuivi seront atteints. 132 textes réglementaires, 4 programmes et projets communautaires pour un montant de plus de 21 milliards de francs CFA seront évalués lors des travaux de cette 10e revue annuelle de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Nous mettons à présent le cap sur l'intérieur du pays avec un projet de restructuration d'Adjé-Yaoukro, un quartier-village de la commune de Bouaké qui avait soulevé la semaine dernière une vive tension entre les habitants et les forces de l'ordre. L'on avait alors relevé de nombreux blessés et des dégâts matériels. Dans une optique de consolidation de la paix, le maire de Bouaké, Amadou Koné, s'est rendu dans le village pour apaiser les tensions. En présence de la chefferie, le ministre des Transports a expliqué les objectifs du projet. Amadou Koné a ensuite invité les habitants à la non-violence et à la collaboration constructive. Boubacar Silla, Kader Sogodogo. Un litige foncier a mis à mal le climat social à Adjé-Yaoukro, un quartier-village de la commune de Bouaké. On dénombre plusieurs blessés et des dégâts matériels. Le maire de la commune de Bouaké, le ministre Amadou Koné, est venu à la rencontre de ces populations. En présence de la chefferie villageoise, le ministre explique les enjeux importants du projet à la base du conflit. Un projet qui pourtant est conçu pour un mieux-être des populations. Tout en promettant de trouver des solutions pour satisfaire toutes les parties, le projet de restructuration du village qui s'inscrit dans le cadre du programme Bouaké Nouveau a été décidé en 2021 en accord avec les propriétaires terriens. La mise en œuvre de ce projet de développement, selon le maire, devra se faire en tenant compte des intérêts des populations de Adjé-Yaoukro. Nous allons continuer à travailler avec l'ensemble des acteurs pour que nous arrivions donc à réaliser ce projet de restructuration dans de bonnes conditions. Mais il est important que nous fassions en sorte que la dynamique dans laquelle nous sommes avec le président de la République, le président Alassane Ouattara, le développement du pays, que cette dynamique-là touche à tout le monde. Une visite de proximité saluée par la population. Le ministre est venu, on s'est entendu, on a bien discuté, on attend la suite. Le projet de restructuration d'Adjé-Yaoukro permettra l'aménagement de routes, la construction de centres de santé, d'un château d'eau et d'autres infrastructures de base nécessaires. C'est par une visite guidée du village que la rencontre a pris fin.
On ouvre à présent le chapitre de la révision électorale. Afin de mener à bien celui-ci, les centres d'enrôlement continuent de recevoir la population. À Dimbokro, le maire de la localité et plusieurs membres de la coordination locale du RHDP ont visité les différents sites. Le ministre Adama Coulibaly a invité la population à s'enrôler massivement avant la fin de l'opération prévue le 10 novembre prochain. Le récit de Moussa Konaté. L'opération de révision de la liste électorale se poursuit. À Dimbokro, les populations investissent les centres d'enrôlement. Actuellement, nous avons recensé beaucoup de nouveaux majeurs. Les personnes qui ont déjà voté, la plupart, c'est pour vérifier le centre. Voilà. Et ceux qui veulent changer aussi de lieu de vote, c'est ceux-là qui viennent nous-mêmes. Actuellement, c'est beaucoup de nouveaux majeurs. Tout se déroule bien donc à Dimbokro. Le constat est fait par le maire Adama Coulibaly. Les jeunes sont vraiment intéressés à pouvoir s'inscrire. Et cela montre effectivement que le moment venu, les élections pourront être organisées de façon inclusive avec la participation de tous. Donc je voudrais vraiment inviter les uns et les autres à pouvoir se mobiliser pour s'inscrire. En sa qualité de coordonnateur associé RHDP de Dimbokro, Adama Coulibaly appelle les militants du RHDP à rester mobilisés pour les échéances de 2025. Dans le Guémont, les cadres du RHDP sont aussi à l'épreuve du terrain. Le coordonnateur principal de la région, le ministre Seredo, a convié les élus, les cadres et tous les responsables du parti à une rencontre. Ils ont été mis en ordre de bataille pour réussir l'opération d'enrôlement. Christ Diomandé, Patricia Omoetia. Les cadres, élus et responsables du RHDP de la région du Guémont ont répondu à l'appel de leur coordonnateur principal, le ministre Seredo Célestin. Un seul mot à l'ordre du jour, envahir toutes les localités du Guémont pour mobiliser les militants. Nous sommes dans une période qui prépare les élections, celle présidentielle, bien entendu. Mais avant de parler élections, il faut nettoyer et étoffer les listes. Il faut donc faire enrôler nos votants. L'appel que nous lançons aux populations. Un citoyen digne de cette appellation se doit de participer à tout type d'élection. À travers cet acte civique, il participe au développement de son département, de sa commune, de sa région et partant de son pays. J'appelle donc tous ceux qui n'ont pas pu, depuis plus d'une décennie, avoir des documents requis pour participer au vote, de se faire enrôler. Message bien perçu pour les responsables qui ont décidé de se mettre en rang de bataille pour mobiliser les militants et les exhorter à se faire enrôler. Le travail que nous devons faire est énorme. Nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Nous sommes avec les autres partis politiques. Nous allons pour racler la population, pour prendre les militants à notre cause. Et je suis sûr, avec mes collègues, nous allons faire un bon score. On va prendre dans le camp adverse pour les mettre chez nous. L'opération de l'enrôlement prendra fin le 10 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Et on s'intéresse maintenant à ce fait de société. Si vous avez la chance de découvrir la station balnéaire de Jacquesville, vous allez certainement rencontrer le commandant Daniel. L'homme est petit de taille, mais débordant d'énergie et plein d'assurance. Dans le village de Mambé-Nkwa, devenu un quartier de Jacquesville, il est en charge de la sécurité. L'homme n'hésite pas aussi à prêter main forte à sa communauté quand surviennent les embouteillages. Un véritable spectacle, selon Victorine Yaoyobwe. Ces jours d'affluence à Mambé-Nkwa, un village dans la ville de Jacquesville. Et quand les rues sont bondées, le service de sécurité du village se charge de maintenir l'ordre. Une équipe de sécurité sous les ordres d'un commandant reconnaissable parmi tous. J'ai plus de 25 éléments qui assurent la sécurité des biens des personnes de Mambé-Nkwa, Jacquesville. Ici, on a le commandant, on appelle Lavry Bogui Daniel, il est compétent. Quand il donne un mot d'ordre, tout le monde suit. Un commandant compétent qui allie dynamisme et fermeté dans l'exercice de sa fonction. Malgré son mètre 25, Daniel impose le respect. C'est pas parce qu'on est chauffeur qu'on connaît tout. Vraiment, il fait bien le travail. Raison pour laquelle, quand il m'a parlé, il a cherché à suivre ses ordres. Et voici, tout est organisé.
J'ai peur de lui. Il passe à une autorité. Nous ne sommes pas épargnés quand nous sollicitons une interview pendant la patrouille du commandant Daniel. Vous avez tombé sur moi un coup comme ça. Il n'est pas venu m'arrêter comme ça pour parler devant la population. Non, non, non. Rendez-vous est donc pris pour 17h. En pleine séance de travail, le commandant Daniel interrompt ses échanges et nous reçoit à la plage du village. Il raconte cette belle aventure au sein de l'équipe de sécurité de Mambé Mkwa. C'est mon jeune frère qui m'a mis dans la sécurité. Parce que ça dépend de moi, mon comportement. C'est dans ça, je suis resté quand un jour m'a nommé commandant devant la population. Quand tu fais quelque chose, qu'il voit que ce n'est pas normal, il te dit ben, que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Et même ça, que Abi qui est porté, il ne pas quitter à la maison pour venir m'arrêter au goudron, pour vous commander. C'est le village qui m'a envoyé. Donc, par là, il n'y en a pas dedans. Parce que si tu fais par là, quand on te prend, c'est à gendarmerie, ça va. Ou on t'envoie au village. Ou on te donne amende, tu as payé. Son collègue à ses côtés ne tarde pas à nous raconter une anecdote dans laquelle le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est cité. Nous étions en déplacement à Bayama pour l'intronisation du chef. Et Bodu, faisant partie de l'effectif de la sécurité, compte tenu, comme vous le voyez si bien, de sa taille, a impressionné monsieur le président de l'Assemblée nationale. Quand il a vu Bodu, il a dit « Toi seras responsable de ma sécurité ». Vraiment, ça nous a émerveillés parce que Bodu, c'est vrai, malgré sa petite taille, il a sa place dans la sécurité du village. Intégrer la sécurité du village est le moyen pour le commandant de se mettre au service de sa communauté qui le lui rend bien. Quand Daniel ne fait pas du bénévolat, il se consacre à la calligraphie, son métier pour subvenir aux besoins de sa famille. J'ai 4 enfants, 3 filles, 1 garçon, mais je ne suis pas marié. Tu as un cœur à prendre. Même si j'ai tout décidé de me prendre. Ainsi va la vie du commandant Daniel à Jacquesville en attendant l'arrivée de l'heureux élu. Un focus à revoir sur les plateformes digitales de RTI1. La route a encore fait des victimes en ce début de semaine. Ce lundi, 4 personnes, dont un bébé, ont trouvé la mort des suites d'un accident de la circulation survenu sur l'axe San Pedro-Soubré. Un minicar communément appelé Gbaka qui effectuait un dépassement dangereux à l'entrée du village de Niti est entré en collision avec un car de transport venant dans le sens inverse. Les blessés, une dizaine de personnes et essentiellement des passagers du minicar, selon les secours, ont été évacués à l'hôpital de Gabiadji. Dans l'actualité hors de nos frontières, à la veille de l'élection présidentielle américaine, tous les regards sont tournés vers les sondages pour savoir qui est en tête dans les intentions de vote. Au niveau national, Kamala Harris reste devant Donald Trump, mais cette avance de la candidate démocrate a beaucoup fondu dans les dernières semaines de la campagne. Les intentions de vote restent également très serrées dans les swing states, les 7 États pivots dans lesquels l'issue du scrutin devrait se jouer. Aucun des deux candidat ne parvient réellement à se démarquer dans ces États clés, même si Donald Trump semble bénéficier d'une meilleure dynamique que Kamala Harris dans la majorité de ces territoires. L'actualité internationale en bref nous conduit ce lundi au Botswana où le nouveau président Duma Boko a pris fonction ce lundi. Nous irons également en Espagne où la population redoute une crise sanitaire 6 jours après la tragédie des inondations. Alexis Ouedraogo. Le nouveau président du Botswana, Duma Boko, a pris fonction ce lundi en remerciant son prédécesseur pour avoir permis un changement de régime en douceur. En Espagne, 6 jours après la tragédie, le paysage de désolation laisse place à des odeurs nauséabondes. Les réseaux d'assainissement sont perturbés et les populations redoutent que les eaux usées contaminées touchent les eaux potables. Dimanche, à Péporta, la foule a laissé éclater sa colère contre les autorités lors d'une visite du roi Philippe. Ce lundi, la famille du légendaire producteur américain Quincy Jones a annoncé son décès à l'âge de 91 ans. Trompettiste jazz, chef d'orchestre, compositeur pour la télévision et le cinéma, sa carrière a été à la hauteur de son talent. Rappelons que les gros succès de Michael Jackson, dont Thriller et Billie Jean, sont à son actif.
Et ça sera tout pour ce soir. Je vous dis bonsoir et à demain, 23h sur RTIA.